Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va probablement sortir le 1er ou le 2 janvier et je vais vous parler des toutes dernières actualités immobilières que vous avez certainement ratées pour la plupart d'entre vous puisque vous étiez occupés à faire autre chose et c'est tant mieux. Mais il y a eu plusieurs propositions de loi qui vont impacter les propriétaires et les locataires prochainement. Alors on va pas revenir sur la censure du gouvernement, mais puisque le projet de loi de finances 2025 n'a pas été adopté, tous les amendements liés à l'immobilier notamment ont été supprimés. Il va falloir tout recommencer. Sauf bien sûr pour le projet de loi anti-Airbnb qui, je vous l'expliquais dans une autre vidéo, n'est pas passé par le parcours du projet de loi de finances. Il est passé par un parcours législatif différent. Et bien c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Étant donné qu'il y a une énorme incertitude quant au futur gouvernement, on ne sait pas si le gouvernement Bayrou va passer l'hiver, eh bien les députés avaient jusqu'au 19 décembre pour réaliser des propositions de loi en dehors du projet de loi de finances. Donc il faut bien comprendre qu'une proposition de loi, elle peut être déposée n'importe quand, et elle va suivre un parcours législatif différent du projet de loi de finances. D'ailleurs, puisqu'il s'agit de propositions de loi en dehors du projet de loi de finances, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de concerner que les finances. Elle peut évoquer d'autres sujets, typiquement comme la loi anti-Airbnb qui donne plus de pouvoir aux collectivités, etc. Ça ne concerne pas que les finances publiques. Et ces dernières semaines, il y a eu 11 propositions de loi qui concernent uniquement l'immobilier, je vais toutes vous les évoquer. Et vous allez voir, il n'y a pas que des bonnes nouvelles à l'intérieur. Alors si vous connaissez déjà tout le parcours législatif ou que ça ne vous intéresse pas, eh bien vous suivez la timeline, je mets des chapitres, comme ça vous pouvez aller chercher les propositions de loi qui vous intéressent. Pour faire simple, une proposition de loi, elle peut être déposée par un député ou un sénateur, ok. Elle est ensuite vérifiée par un rapporteur avant d'être débattue. Pourquoi ? L'idée c'est de voir si le texte tient la route, tient debout, et surtout, il ne faut pas que cette proposition de loi impacte négativement les finances publiques. Sacré challenge. Une fois que le rapporteur dit OK, dans ce cas, la proposition de loi passe au débat à l'Assemblée. Donc les parlementaires de tous les partis en discutent, ils peuvent proposer des amendements pour modifier cette proposition de loi. Une fois qu'ils sont d'accord, ça passe à l'autre chambre, c'est-à-dire au Sénat. Le Sénat va faire le même job, et il faut que les deux chambres soient d'accord, Assemblée et Sénat. Si elle n'y arrive pas, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui va en discuter et trouver des solutions. Si cette commission mixte paritaire échoue, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. C'est un processus tout à fait classique. Et une fois que tout le monde est d'accord, le président de la République va promulguer la loi. Celle-ci est ensuite publiée au journal officiel et c'est parti. Pourquoi est-ce que les députés et sénateurs ont déposé des propositions de loi sur l'immobilier sans attendre le projet de loi de finances ? Eh bien l'idée c'est de gagner du temps parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du gouvernement. Donc elles attaquent tout de suite avec des propositions. Et je pense que c'est une bonne initiative. Il faut savoir qu'entre une proposition de loi et son adoption, il peut se passer, on va dire, au minimum 2 mois, jusqu'à autant de temps qu'on veut. Mais vous allez le voir, il y a des propositions de loi qui sont évidemment très urgentes et je pense qu'elles devraient être acceptées au cours du premier trimestre 2025. On verra ce que le futur nous dit. Et bien sûr, toutes les sources seront en description de la vidéo. Alors la première proposition de loi va concerner le retour du prêt à taux zéro pour les constructions de maisons individuelles. Il est dit que dans les années 2000, il y avait environ 260 000 permis pour des constructions individuelles chaque année et que entre 2023 et 2024, on est tombé à 130 000. Et il y a bien sûr plusieurs raisons à ça, mais on va parler de l'explosion de coûts de certains matériaux depuis la guerre en Ukraine. Il y a également l'évolution de la réglementation des normes. On est passé aux normes RT 2012 et puis RE 2020 récemment. Donc à chaque fois, ça fait gonfler le coût de construction entre 3 et 6%. Et le fameux projet ZAN, donc zéro artificialisation nette. L'objectif étant évidemment d'éviter l'artificialisation des sols, mais le prix du foncier a été multiplié par 2 en moyenne entre 2005 et 2020. Je dis bien en moyenne parce que je suis persuadé que dans vos secteurs, les prix des fonciers en 10-15 ans ont été multipliés par 3, 4, 5. Donc cette proposition de loi, elle veut étendre le prêt à taux zéro sur toutes les constructions de maisons individuelles et partout sur le territoire. Donc on ne va plus différencier les zones tendues et détendues, j'en ai fait une vidéo également que je vous invite à aller voir. L'idée étant de permettre la construction dans les zones rurales et donc que les primo-accédants puissent enfin retrouver un logement. Alors évidemment, on peut se dire tout de suite que ça va être un coût pour les finances publiques. Et bah oui, plus de prêt à taux zéro, c'est plus de coûts pour l'État. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait construire un logement, eh bien le primo-accédant, il va payer une TVA à 20%. Donc ça, c'est ce qui rentre tout de suite dans les caisses publiques. Et évidemment, ça crée de l'emploi dans le BTP derrière. Et c'est extrêmement important. Donc l'État a quelque chose à y gagner. Une deuxième proposition, cette fois-ci, qui vise à encadrer et réglementer les activités financières et immobilières des sociétés de gestion des EHPAD. Donc vous savez, les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. Il faut savoir qu'en tant que particulier, vous pouvez investir dans ce type de résidence. Évidemment, il n'y a pas que du public, il y a aussi beaucoup de privés. Donc vous achetez une chambre dans une EHPAD et toute l'EHPAD va être gérée par un seul et même gestionnaire. C'est en fait lui qui devient locataire de votre logement et vous l'autorisez à le sous-louer à une personne âgée. Il va gérer et les sous-locations des chambres et les services de la résidence.
Alors il y a eu des bons investissements par le passé, mais il y a eu aussi énormément d'abus. Les investissements en EHPAD, c'est ce que j'appelle de l'immobilier dédié, c'est-à-dire que c'est dédié à un seul type de clientèle. Ce qui peut être risqué si demain votre gestionnaire périclite, donc si ça va pas du tout pour lui financièrement, ou alors s'il décide d'abandonner la résidence. Et ça, c'est déjà arrivé. Le gestionnaire, il va prendre un bail de 9 ans sur une résidence de service, et au bout de 9 ans, quand la résidence commence à vieillir un petit peu, que la garantie décennale va passer, etc., il va préférer faire construire une autre résidence ou aller gérer une résidence plus neuve, et les propriétaires se retrouvent clairement avec un patrimoine qui vaut quasiment plus rien. Donc cette loi vise à donner plus de pouvoir à la Cour des comptes pour vérifier la gestion financière de ces gros groupes, et également de les obliger à indemniser les particuliers, les investisseurs, si jamais il y a un problème avec la résidence. Et elle souhaite protéger les investisseurs particuliers si le gestionnaire en question décide de quitter la résidence. Et c'est une loi qui pourrait véritablement aboutir, puisqu'il ne faut pas oublier que les gestionnaires de résidences EHPAD privés ont des subventions du public, et c'est pour ça que l'État et la Cour des comptes veulent s'immiscer dans la gestion financière de ces sociétés. Donc plus de contrôle et plus de protection. Une troisième proposition qui vise cette fois-ci à éviter les spéculations immobilières des investissements directs étrangers, c'est-à-dire des étrangers qui investissent dans l'immobilier chez nous, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, etc., et qui réalisent des grosses plus-values immobilières. Le constat, c'est de dire que les 10% des Français les plus modestes consacrent au moins 40% de leur budget mensuel à l'immobilier, mais également qu'en 20 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté en moyenne de 150%, et presque de 300% pour l'Île-de-France. Et en face, les revenus ont augmenté en moyenne de seulement 20%. Et ils disent que dans certains quartiers de Paris, presque 1/5, donc 20% de l'immobilier est détenu par des étrangers. Si on prend uniquement la ville de Paris, les étrangers détiennent environ 26 milliards de patrimoine immobilier. Ils s'en servent de pied-à-terre la plupart du temps, mais c'est aussi de la spéculation immobilière. Ils proposent de faire un essai jusqu'en 2026, à savoir de limiter l'achat immobilier français par des étrangers dans les communes de plus de 50 000 habitants et voir si ça pourrait faire baisser les prix ou au moins se stabiliser. Et ça pourrait également éviter le grand nombre de logements vides, notamment à Paris. Une autre proposition cette fois-ci qui va impacter peu de propriétaires, mais c'est quand même intéressant de le savoir, c'est une proposition de loi qui vise à indemniser systématiquement tous les propriétaires qui sont visés par des installations d'éoliennes très proches de chez eux. En fait, d'un côté, on veut développer les énergies renouvelables, mais clairement, si demain on vous dit, en fait, vous allez avoir une éolienne là à 30 mètres de votre jardin, on peut pas dire que ce soit quelque chose de magnifique, et en plus, ça fait du bruit. Le constat est fait qu'il y a des diminutions de valeur immobilière à cause de l'installation d'éoliennes très proches, entre 15 et 40%. Vous imaginez, c'est gigantesque. Et ils indiquent que le tribunal de Rennes a déjà condamné une société à indemniser des propriétaires par rapport à la perte de valeur de leurs biens, mais concrètement, il faut entamer des procédures judiciaires, c'est hyper coûteux mentalement et financièrement. Donc ce que veut cette loi, c'est une indemnisation systématique dès qu'il y a une installation d'éoliennes très proche d'une habitation. Autre proposition cette fois-ci qui vise à clarifier les modalités d'exonération de la taxe d'habitation pour les étudiants. Alors moi aussi je me suis gratté la tête parce que la taxe d'habitation elle est censée avoir disparu depuis 2023. En fait, avant, un étudiant qui était rattaché au foyer fiscal de ses parents mais qui vivait en dehors pour ses études, donc qui vivait dans un logement étudiant ou en colocation ou autre, il avait le droit à un dégrèvement de sa taxe d'habitation, d'accord? Mais depuis que la taxe d'habitation a disparu, normalement le problème est réglé. Pourtant, il y a des étudiants qui continuent de recevoir des taxes d'habitation et qui les payent par erreur. Ça, c'est quand même un truc de fou. Donc ce que veulent ces députés, c'est inscrire dans une loi une exonération totale de la taxe d'habitation pour tous les étudiants, qu'ils soient rattachés ou non au foyer fiscal de leurs parents, et sans considération des aides sociales qu'ils peuvent percevoir, comme l'aide pour le logement par exemple, les APL. Clairement, vu la situation des étudiants en France et la précarité notamment, franchement c'est une loi qui est pas très compliquée à mettre en place, et si vous voulez taxer des gens, évitez de taxer les étudiants quoi. Autre proposition, celle-ci, clairement il va y avoir des clivages. C'est une loi qui vise à prioriser l'accès aux logements sociaux pour les travailleurs. C'est un sujet hyper épineux. Bon, on en a déjà parlé dans des vidéos, il y a une demande de logements sociaux croissante en France, près de 2,6 millions de Français attendent un logement social. Et surtout, le constat est fait qu'il y a environ 1 million de travailleurs en France qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Et étant donné que le logement est le principal poste des dépenses des Français, cette loi elle dit clairement, si tu travailles, il faut pas que tu sois pauvre au point de pas pouvoir te trouver un logement social. Donc tu devrais être priorisé par rapport à ceux qui sont en demande de logement social et qui ne travaillent pas. Il faut savoir que quand on est un travailleur aux revenus très modestes, on rentre bien sûr dans des critères d'éligibilité pour accéder à un logement social, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est prioritaire. C'est-à-dire que peuvent passer en priorité des personnes qui, par exemple, elles sont sans logement, ou alors dans un logement insalubre, ou des personnes qui sont victimes de violences familiales, etc. Donc c'est quand même très compliqué de hiérarchiser la priorité de la demande de location en social. Mais cette loi, elle veut en fait finalement reconnaître le travailleur modeste, donc le travailleur précaire, comme quelqu'un de prioritaire. Encore une proposition qui concerne le logement social, et celle-ci, elle va être liée au livret A.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que le financement des logements sociaux est réalisé, est indexé sur le taux du livret A. Donc en fait, plus le taux est bas, et plus les organismes sociaux peuvent se financer facilement. Et ce qui est dit actuellement, c'est qu'il y a plus de 400 milliards d'euros sur les comptes des Français en livret A. C'est un record absolu. Et l'État souhaite mobiliser entre 30 et 40 milliards d'euros de cette épargne pour pouvoir financer la rénovation de centrales nucléaires. Alors ça ne veut pas dire que l'argent va partir de votre compte, c'est sûrement pas comme ça que ça marche, mais il y a des allocations de cette épargne pour financer du public. Et l'État veut notamment créer 14 réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Eh bien cette proposition, elle vient dire, écoutez, en fait on va financer le logement en priorité, et donc mobilisons ces 30 à 40 milliards pour créer du logement social au lieu de financer les réacteurs nucléaires. Toujours pour le logement social, une proposition cette fois-ci qui vise à donner plus de pouvoir aux collectivités locales pour construire ou non du logement social. Certaines communes sont obligées de construire du logement social, mais le problème c'est qu'il faut répondre à la réalité démographique du secteur. C'est-à-dire que s'il y a des risques naturels, d'inondations, etc., il faut pouvoir y faire face et dire, écoutez, là en fait on ne peut pas construire. Donc les communes demandent plus de flexibilité sur les règles d'urbanisation de leur secteur. L'idée de cette loi, c'est de protéger les populations, mais tout en maintenant un rythme adapté de construction de logements sociaux dans des conditions sûres et durables. Une très grosse proposition de loi cette fois-ci, attention, c'est du lourd. Elle va concerner les propriétaires investisseurs et l'idée de cette proposition de loi, c'est un encadrement des loyers partout sur le territoire en zone tendue. Donc ça veut dire pas que dans les grandes villes de France, mais aussi dans pas mal d'agglomérations. Mais c'est pas fini, il y aurait en plus une garantie universelle des loyers qui serait mise en place, et dans le même temps, ils souhaitent supprimer la loi qui protège les propriétaires contre l'occupation illicite de leur propre logement. Vous énervez pas tout de suite, c'est qu'une proposition de loi, mais je vous donne les détails. Donc le constat, c'est de dire que les Français sont en grande précarité au niveau de leur logement, que les plus modestes passent entre 40 et 50% de leur revenu mensuel dans leur loyer ou dans leur mensualité, qu'il y a en 10 ans 44% de hausse des loyers dans le privé et 30% de hausse des loyers dans le public, donc dans le social, et que ça crée de plus en plus de loyers impayés, etc. Un autre constat, c'est le nombre important de logements vacants, donc à peu près 3 millions de logements vacants. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour enfin clôturer ce sujet de nombre de logements vacants en France, mais bref, c'est le constat qui est fait pour cette proposition. Selon eux, ça entraîne une très forte augmentation des prix de l'immobilier, et ils indiquent également que les expulsions de locataires sont en hausse depuis 2023. Grosso modo, c'est 22 000 expulsions de locataires en 2023, 330 000 sans-abri et plus de 2000 enfants qui se retrouvent à la rue. Donc cet encadrement verrait le jour dans les zones tendues, y compris pour les locations Airbnb, donc ils veulent aussi encadrer les loyers des locations touristiques, mais également des résidences étudiantes, qui sont souvent, selon eux, trop chères. Ils demandent également un gel de l'IRL. L'IRL, c'est l'indice de référence des loyers, donc en tant que propriétaire, vous ne pourriez pas augmenter le loyer annuellement, même si l'inflation venait à évoluer. Ils veulent rétablir la GUL, la garantie universelle des loyers, qui vise à protéger les propriétaires contre les impayés des locataires, mais c'est pas tout, en effet c'est une grosse proposition de loi. Ils demandent également à supprimer la dégressivité annuelle concernant la taxe sur la plus-value. Vous savez, quand vous payez une taxe sur la plus-value, plus vous possédez votre bien longtemps et moins vous payez de taxes. Donc il y a un dégrèvement annuel qui se fait. Mais ça, ils veulent le supprimer totalement. Et concernant ce taux de taxation sur les plus-values, ils veulent l'augmenter dans les grandes agglomérations. Bon, cette proposition de loi, autant vous dire, elle est assez dangereuse. On peut comprendre le souhait derrière ça, mais les effets rebonds peuvent être dévastateurs sur le marché. Donc à suivre de très près pour les propriétaires investisseurs. J'attends vos commentaires par rapport à cette grosse proposition de loi. Vous en pensez toutes et tous quelque chose. Plus léger maintenant, une proposition de loi qui vise à obliger l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les logements. Bon, vous savez, depuis quelques années, le détecteur de fumée est obligatoire, mais le détecteur de monoxyde de carbone, non. Et pourtant, c'est un gaz qui est mortel, je le rappelle, et il est surtout incolore, inodore et indolore. Donc c'est vraiment un gaz qui vous tue, vous savez pas ce qui vous arrive. Et ce gaz-là, il se libère souvent sur des produits mal entretenus, comme des chaudières, des poêles, des cheminées, etc. Ils disent que le coût du détecteur est abordable, c'est entre 30 et 50 euros, et que clairement, ça peut éviter des décès. Bon, à mon avis, ça c'est pas très clivant, ça devrait passer. Et une dernière proposition de loi, cette fois-ci, qui vise à améliorer la vie des travailleurs isolés dans les foyers logements. En France, il faut savoir qu'il existe des foyers logements qui sont destinés aux travailleurs isolés, c'est ce qu'on appelle des travailleurs migrants. Ils sont d'ailleurs pas protégés par la loi du 6 juillet 89 qui régit les droits pour les baux tout à fait classiques d'habitation. Donc ils se font expulser dans tous les sens sans trop de contrôle. Et également, les foyers logements sont dans des états absolument vétustes. L'idée de cette loi, c'est de créer un cadre légal pour ces travailleurs isolés afin de leur amener un certain confort, une certaine sécurité. Comprenez que quand on n'est pas protégé par la loi du 6 juillet 89, ça veut dire que le gestionnaire, il peut rentrer
rentrer chez vous, faire ce qu'il veut. En bref, renforcer les droits de ces gens-là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donnez-moi vos avis en commentaire parce que je suis certain que vous en pensez quelque chose. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et si vous voulez être au fait de l'actualité pour faire un bon premier achat ou un bon investissement, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.